Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play. Comme d'habitude, épisode preview. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Augustin Gabel. Comment ça va, monsieur Gus? Ça va et toi, la chienneté? Eh ben ça va la chienneté. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode avec un gros morceau car c'est les meilleures équipes de Big 12, n'en déplaise aux Chauves de Valence, Oklahoma, les Sooners de Norman que l'on retrouve aujourd'hui sous, j'ai envie de dire, sous de nouveaux auspices car c'est bien différent par rapport à ces dernières saisons du côté de l'Oklahoma. Gus, déjà, comment ça s'est déroulé en 2021? Ça s'est bien passé pour nos petits Sooners? Saison pleine de paradoxes et de changements. Le premier paradoxe, c'est celui du bilan. Oklahoma termine la saison avec 11 victoires et 2 défaites, dont un 7-2 en Big 12, mais ça ne doit pas cacher les victoires ric-rac, donc de moins de 7 points à chaque fois face à Tulane, Nebraska, West Virginia, Texas, Kansas et Kansas State. Les deux défaites sont intervenues face à Baylor et Oklahoma State. Bref, ça a été une année très compliquée où en fait Spencer Rattler, qui était titulaire de début de saison, a eu beaucoup de mal. Il a eu tant de mal qu'il a été benché par Caleb Williams, le quarterback true freshman 5 étoiles en provenance du Maryland. Ce bilan leur a permis d'arriver à l'Alamo Bowl face à Oregon, à l'Alamo Drome, le stade de UTSA. Oui, L'Alamodome. Dome Drome, Tu ouais. l'as francisé le nom, hein. C'est Bah pas voilà, mal. c'est ça, l'Alamo Dome face à Oregon. Match qu'ils ont remporté avec Bob Stoops comme entraîneur. Bob Stoops, c'est l'entraîneur légendaire des Sooners, hein, celui qui a été là pendant une vingtaine d'années, avant de donner le flambeau en 2016 à Lincoln Riley. Et justement, Elio, Lincoln Riley va être un petit peu le centre de notre preview, puisqu'il est parti. Il a quitté Oklahoma, poste qu'il occupait depuis 2017, et donc la retraite de Bob Stoops, pour partir à USC. Alors Lincoln Riley, sur ces années, c'est 4 Big 12, 4 demi-finales de playoffs, c'est énorme, hein. Mais bon, ils sont jamais allés en finale. 2 Heisman Trophy et 2 first pick. Évidemment, Baker Mayfield et Kyler Murray. Alors vous allez me dire, pourquoi quand tu réussis tant à Oklahoma, tu pars à USC? Alors je pense que c'était l'opportunité de sa vie d'aller à USC. Tu pars à Los Angeles, le plus gros contrat de l'histoire du college football pour un coach, 110 millions sur 10 ans. Et apparemment, il a très mal pris le fait qu'Oklahoma parte en sec. Lui, qui est un alumni d'Oklahoma, hein, je rappelle. Voilà, il a vu tout ça d'un mauvais œil, ce qui explique certainement son départ pour USC. Alors, quel est Oui. le nouveau coach, Elio? Le nouveau coach, c'est Brent Venables. On en a parlé dans l'épisode on en parle dans l'épisode de Clemson. C'était l'ancien défensif coordinateur de Clemson pendant très longtemps sous Dabo Swinney. Mais à l'époque, il a été défensif coordinateur d'Oklahoma. Il connaît très bien les Sooners, il est de la région, hein. Entre 1999 et 2011, donc 12 saisons sous le pavillon des Sooners. Un beau retour à la maison pour son premier poste de head coach cette année. Et il arrive avec quand même du beau monde dans les valises, Gus. Effectivement, puisqu'il a réussi à dégoter le très convoité Jeff Lebby, l'offensive coordinateur d'Ole Miss. Jeff Lebby, voilà, il est notamment connu pour avoir dirigé l'attaque de Matt Corral et aussi celle de UCF quand UCF est aux portes des playoffs en 2017. Venables en a aussi profité pour prendre dans ses valises plusieurs coachs de Clemson pour remplacer ceux qui sont partis avec Riley parce qu'évidemment beaucoup sont partis. Je pense notamment à Alex Grinch. Alors il y aura deux coordinateurs défensifs, Ted Roof et Todd Bates, les deux qui étaient à Clemson. Et Todd Bates était le coach de la D-line. Pas besoin de vous rappeler le niveau de la D-line de Clemson ces dernières années et encore celle de l'an dernier. Donc voilà, ça annonce aussi de très bons recrutements et de très bons joueurs sur la ligne défensive à Oklahoma ces prochaines années. Et aussi, la petite trouvaille, enfin non, c'est même pas une trouvaille, parce que quand tu es coach des cornerbacks à Alabama, c'est que tu es déjà confirmé, mais voilà, il allait prendre le coach des cornerbacks d'Alabama, très bien pour un programme qui a un peu de de mal avec les DB. Ce que je veux dire, c'est grosso modo, c'est un coaching staff de très haute qualité. Euh,
On pouvait craindre au départ, avec le départ de Lincoln Riley, des choses un petit peu compliquées, un coaching staff un peu moins bien que le précédent, mais au final, c'est pas du tout le cas. Venables a fait un gros boulot. Alors Totalement. aussi, et ça suit en fait ce que je viens de dire avec le coaching staff, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la nomination de Venables a vraiment provoqué un grand élan d'optimisme à Norman, la ville où est le campus d'Oklahoma. Pour preuve, c'est le Spring Game où 75 000 personnes ont assisté au match, ce qui constitue un record cette année, et je crois un record même dans l'histoire des Sooners. Donc voilà, il y a l'excitation à Norman et je trouve ça très bien après avoir vécu une intersaison quand même qui a fait beaucoup de bruit, qui a provoqué beaucoup de départs sur le portail des transferts. Enfin bref, c'est bien un petit peu d'optimisme et d'onde positive autour du programme. C'était aussi compliqué pour les nouveaux commits, pour ceux qui devaient, parce que ça s'est passé ce départ de Lincoln avant la signature officielle des commits pour Oklahoma. Et finalement, ça reste quand même une grosse classe de recrutement. Alors au Composite, c'est la 8e du pays. Il y a 15 joueurs 4 étoiles qui ont signé à Oklahoma. Il n'y a pas de 5 étoiles comme chaque année, mais au moins 15 4 étoiles, donc ça reste énorme. On a également 13 transferts. On sait que souvent, les teams avec un nouveau coach se renforcent beaucoup sur le portail des transferts. Il y a plusieurs joueurs d'ailleurs qui devraient être titulaires, je pense, la saison qui arrive. Mais surtout, Mais en c'est des retour, arrivées. Ouais. C'est ça, c'est des arrivées en fait, ouais, j'allais le dire, qui viennent compenser la vague de départ à cause du départ de Lincoln Riley pour USC. exactement. Il y a une grosse vague de départ et ça démarre avec déjà le post quarterback, comme d'habitude, la QB room dans ce genre de situation, ça a tendance à s'appauvrir. On a le départ de Spencer Rattler qui avait été donc mis sur le banc, mais qui était pressenti. Enfin, Rattler, quand même, faut pas oublier qu'à un moment, on l'attendait en first pick de la draft. Là, il est parti du côté de South Carolina, rejoindre l'ancien assistant head coach de Lincoln Riley, Jeff Beamer. C'est Jeff son prénom, si je dis pas de Non, bêtises. c'est Shane. Voilà, et d'ailleurs, Non, c'est Shane. Shane Beamer, voilà, Shane Beamer, Shane. Donc, Rattler qui est parti du côté de South Carolina, donc je porte le t-shirt actuellement au lieu d'avoir porté le t-shirt Oklahoma. Bien joué, Lio. Caleb Williams, le quarterback 5 étoiles, donc qui passe sophomore, grosse recrue qui était passé titulaire, donc qui avait benché Rattler, part du côté de USC avec Lincoln Riley. Très très grosse recrue pour Riley. En retour, on a une arrivée très intéressante. On a Dylan Gabriel. Et oui, Dylan Gabriel, vous avez déjà entendu son nom dans le podcast parce qu'on en parle assez régulièrement. Donc, c'est quelqu'un qui a joué 3 années en tant que titulaire à UCF. Il est à 8 milliards, 70 touchdowns et 14 interceptions plus suite à la course de touchdowns en 2 saisons et demie, car en 2021, l'année dernière, il s'est blessé dès mi-septembre après une clavicule cassée, donc blessé pour le reste de la saison. Et à noter, notamment sur Dylan Gabriel, il a joué pour l'offensive coordinateur Jeff Lebby quand Lebby était à UCF. Donc les deux se connaissent très très bien et ça risque quand même d'envoyer des pétards dans les airs du côté de l'attaque d'Oklahoma. Mais il y a quand même d'autres joueurs qui sont intéressants juste derrière Gus. Alors oui, évidemment, ce sera la question du backup parce que Dion Gabriel, qui je rappelle initialement avait commit à UCLA, mais en fait, il avait attendu pendant quelques jours que Caleb Williams prenne sa décision de savoir s'il reste à Oklahoma ou à USC, ou qu'il parte à USC. Vu qu'il est parti à USC, dans la foulée, il a directement rejoint Oklahoma. Bataille pour le backup entre Nick Evers, le true freshman ex-commit de Florida, et le meilleur nom du college football, Général Bouty. Alors, il n'a pas juste été recruté pour le nom. Ça c'est un nom de la chienneté, ça. Ouais. Oh, j'allais faire une blague, mais vas-y, c'était salace. Bref, qui n'a pas juste été recruté pour le nom, puisqu'il est issu quand même d'un très bon lycée aux États-Unis, Allen, au Texas, où après, il n'a pas eu tant d'offres que ça, donc il est parti en JUCO, où il a pu se faire un petit peu, prendre de l'expérience. 3200 yards et 25 touchdowns en carrière. Voilà, on espère qu'il jouera juste pour le Twitter College Football parce que ça risque d'être épique.
Ouais, tout à fait. Toi, tu vas faire des blagues toute la saison sur son nom. On n'en doute pas de connaissant. Il va falloir lancer à des receveurs, bien évidemment, sachant qu'il y a eu le départ sur le portail des transferts de Jaden Hazelwood du côté d'Arkansas. Très, très gros joueur. On connaît Arkansas qui remplace Traylon Burks très, très bien. Et Mario Williams, l'ancien 5 étoiles, qui était que sophomore, qui part du côté de USC. Donc, encore une fois, un joueur, une énorme recrue qui part à USC rejoindre Riley. Et bah, l'autre Williams, Caleb, le quarterback. On a aussi en receveur Cody Jackson qui part du côté de Houston, donc lui qui était une grosse recrue, et Michael Woods qui était le deuxième meilleur receveur l'année dernière, qui est parti chez les Browns en NFL. En revanche, on a une arrivée sur le portail des transferts qui est assez importante, c'est le sophomore Javian Hester qui était à Missouri, un ancien 4 étoiles et surtout troisième meilleur joueur de l'Oklahoma. Donc jeune avec un énorme potentiel et local. On a le retour du junior Marvin Mims qui était le meilleur receveur l'année dernière avec 705 yards et 5 touchdowns, une valeur sûre. Theo Wiz, ancienne très grosse recrue, 5 étoiles. Et puis derrière, on a quand même pareil, des bons joueurs, en fait, des bonnes recrues. Jalil Farouk qui était un 4 étoiles. Drake Stoops qui est fils de Bob Stoops qui a joué l'année dernière et qui a donc évidemment joué pour son père un petit peu. Qui seront là. Donc, quand même, une belle receiver room malgré des départs assez conséquents. Au niveau Ouais, des très tight très ends belle, aussi, très très ça bouge belle. un petit peu. Ouais, puisque Austin Stogner part à South Carolina avec Spencer Rattler. Il restera Braden Willis, le super senior, et le fils de Kevin Sumlin. Je ne sais plus où il est, Kevin Sumlin, aujourd'hui, c'était l'ancien entraîneur d'Arizona. Bon, je pense qu'il doit avoir un Je poste pense à qu'il la est con. plus nulle part. Ouais. Ouais, il doit être analyste en Il est NFL. au bord de la piscine. Voilà, exactement. Exactement. La running back room voit le départ de Kennedy Brooks à la draft, mais il y aura toujours Eric Gray. Eric Gray, l'ancien transfert de Tennessee, qui a sorti une bonne saison 2021 avec 641 yards et 4 touchdowns. Il courra derrière une ligne offensive, ma foi, qui a eu du mal quand même ces dernières années, mais qui est talentueuse. Alors évidemment, je pense au left tackle Vania Morris, mais qui devrait jouer à droite, il me semble, qui lui aussi est un ancien transfert Tennessee 5 étoiles, voilà, qui était All-Sec freshman à l'époque. Maintenant, faut qu'il confirme. J'espère que ce sera le cas. Vu qu'il y a eu 3 départs en NFL sur sa ligne offensive, on voit l'arrivée de Cade McKettower de Cal, qui lui aussi est un titulaire avec déjà beaucoup d'expérience et qui était vraiment prisé sur le portail des transferts, d'où sa place sur les classements qui était assez haute, si je me souviens bien. Et un nom que je vous conseille Ouais, et de pour te suivre. dire même, je crois qu'il a raté aucun. Excuse-moi, depuis qu'il est Ouais. à la fac, il a raté aucun match à California. Donc vraiment le mec assez sûr. Et je vous conseille de retenir Savion Bird, le sophomore qui un temps avait failli partir à SMU, je m'en souviens lors de son recrutement, ça faisait beaucoup de bruit, mais qui lui pourrait déjà obtenir du temps de jeu, voire être titulaire dès cette année. Au niveau de la défense, Elio, ça se présente comment? Parce que je rappelle qu'il y a quand même quelques départs pour la draft avec Brian Asamoah, Nick Bodito, Beren Wifrey ou encore Isaiah Thomas. Ouais, ouais, évidemment, donc des gros noms dont on parlait souvent au college football. On a un petit retour, enfin on a une arrivée déjà sur le portail des transferts de Jeffrey Johnson de Tulane qui était très très prisé sur le portail. C'est un super senior qui a été toujours titulaire chaque saison, qui a joué tous les matchs, qui sort des belles stats. Donc c'est toujours important d'avoir ce genre d'expérience sur la D-line, notamment pour remplacer quelqu'un comme Winfrey. Et puis il y a un corps de DN qui va probablement être composé de 3 joueurs, notamment Reggie Grimes, qui est une ancienne recrue top 150. Il y a le sophomore Ethan Downs, qui a joué tous les matchs en 2021 quand il était freshman, et je crois qu'il était dans la deuxième équipe de Big 12, un truc comme ça. Et il y a Jalen Raymond de tête. Enfin, en fait, le Il y problème, a un c'est gros que voilà, turnover, hein. il y a un gros turnover. Le backfield aussi, il est assez incertain. Il y a 3 cornerbacks qui sont arrivés sur le portail des transferts, plus des joueurs pas forcément confirmés. Alors, il y en a un qu'il faut quand même surveiller, c'est Key Lawrence, de safety, et le cornerback CJ Graham qui est de retour après, qui avait fait une belle interception d'ailleurs, c'est exceptionnel face à Nebraska Ouais, et que je vous invite à aller voir. qui avait été filmé, le meilleur angle de vidéo, c'était celui de Trae Young, non? Parce que Trae Young, évidemment, jouait au Ouais, basket à oui, il était Oklahoma, sur le bord et de c'est la, lui qui avait pris la vidéo. Oui, il était Voilà. sur la sideline, exact, exact. Mais voilà, grosso modo, la défense, il y a énormément de turnover. Alors, on voit qu'ils ont essayé de ramener des joueurs par-ci par-là sur le portail des transferts. On voit qu'il y a des joueurs qui ont un
tout petit peu d'expérience, enfin un petit peu d'expérience de terrain, mais qui n'ont jamais réellement été titulaires, qui vont devoir d'un seul coup s'élever pour l'être. Donc je sais pas, Gus, t'en dis quoi toi? Bah, en fait, ces dernières années, Oklahoma avait surtout une superbe attaque. Chaque année, c'était l'une des meilleures du pays. Mais là, avec Brent Venables, en fait, t'as nommé tout simplement un coach défensif et un coach qui a fait ses preuves. La défense d'Oklahoma dans les années 2000, c'était quelque chose. La défense de Clemson, j'en parle même pas. Je pense que les résultats se suffisent à eux-mêmes. Voilà, ça va être drôle de voir un petit peu j'allais dire, ce changement de philosophie. Non, parce qu'avec Jeff Lebby, Oklahoma sera toujours une équipe offensive. Mais là, euh, avec ce head coach, bah, tu auras vraiment une belle assise défensive. Et voilà, je pense que les prospects défensifs vont commencer à. Les meilleurs prospects défensifs vont venir à Oklahoma et je trouve ça très bien comme ça pour un programme qui en souffrait tant ces dernières années. En Du fait, parce qu'au coup, final, qu'est-ce que attends, t'en penses? Elio, Ouais. on est d'accord que la défense, à chaque fois en playoff, c'est ce qui a empêché Oklahoma de passer, d'aller en finale. Je me rappelle notamment de la Bah, demi c'était face la à grosse. LSU. Ils se sont pris combien de touchdowns? 7 ou 8, ils perdent Oh, de je sais plus, mais 70 à c'était 30. énorme. Enfin, l'attaque, elle passait. C'est juste la Mais, défense, elle mais était même les éclatée. demi. Même les demi d'avant, le gros truc avec Oklahoma, c'est qu'on disait qu'ils avaient une super attaque, mais qu'ils avaient toujours une défense. Tu avais toujours deux, trois noms déjà de gros joueurs dans la défense, mais finalement, la défense n'était jamais trop bonne au moment où il fallait l'être. Et puis, on critiquait un petit peu la Big 12 en disant que finalement, bah, l'équipe, elle n'avait pas de l'habitude de jouer les meilleures attaques du pays. Donc, bon, on va voir comment ça va se passer. Et on va voir, notamment avec ce calendrier qui arrive, si ils peuvent aller en finale de Big 12 comme ils ne l'ont pas fait l'année dernière. Gus, qu'est-ce que t'en penses de ce calendar? Calendar. Calendar. Les calendriers de Big 12 sont très faciles. Les 3 premiers matchs sont des matchs hors conf et le reste, bah, t'affrontes toutes les équipes de la Big 12. Alors, ces 3 matchs hors conf sont UTEP, facile. Kent State, la fac de Nick Saban, facile. En revanche, déplacement à Nebraska. Nebraska, Oklahoma, c'est une rivalité. Il y a eu des Games of the Century, très très important au siècle dernier. Allez, ça va être ma bold prediction, Elio. Je pense qu'Oklahoma perd face à Nebraska à Lincoln. T'en penses quoi, toi? Ah, moi j'en pense que vu l'heure qu'il est en France, là, t'as bu, mon vieux. Parce que Nebraska, je vois. Alors, Nebraska, on en reparlera, hein, c'est encore un autre cas à traiter assez important. Mais moi, je vois vraiment ce calendrier comme un départ en 5-0 pour Oklahoma. Alors, peut-être pas TCU pour la 5e journée, mais ils peuvent faire du 5-0. Et puis après, c'est là où il y aura un petit peu plus de complications. On a le Cotton Bowl face à Texas. Devant le beau Cotton Bowl que j'ai pu aller voir autour, en tout cas il y a 2 mois. Ah, Euh, non, attends, justement, là tu as fait le lapsus. Le Cotton Bowl, c'est le nom d'un bowl qui se jouait avant au Cotton Bowl. Et le Cotton Bowl, en oui, fait, c'est le stade c'est qui le accueille Cotton Bowl Stadium. voilà, qui accueille le Red River Showdown entre Texas et Oklahoma. Un Red River Showdown qui avait été exceptionnel l'an dernier, qui s'était terminé Oui. à 55-48. Parce qu'Oklahoma avait fait une magnifique remontada dans le sillage de Caleb Williams. Donc voilà. La Et suite qu'on du commentera calendrier. sûrement cette année comme on l'a fait l'année dernière. On l'avait commenté, c'est disponible sur YouTube, on va sûrement le faire encore cette année. Mais je pense que voilà, Texas a toutes ses chances de gagner. Il y a peut-être un petit peu plus euh, de sûreté du côté des Longhorns. Après, voilà, moi je vois un bilan sur 9 victoires, 3 défaites. On peut voir la défaite face à Texas, on peut voir la défaite face à Baylor, on peut voir la défaite face à du Iowa State, du Oklahoma State, voire du TCU. Euh, le bilan ne sera pas forcément meilleur que ça peut même être pire sur du 8-4, j'ai envie de te dire. Gus, je pense que tu es un petit peu d'accord avec moi. Ouais, moi aussi, je pars sur allez, plutôt un 9-3, tu vois. Baylor, Nebraska, ils en lâcheront un troisième, Oklahoma State ou Texas Tech. Euh, c'est la première année de Brent Venables, et là, je pense que c'est la question que l'on se pose, savoir qu'est-ce qu'il faut espérer pour cette équipe. Alors, c'est peut-être trop demandé d'être champion de Big 12 dès la première année, sachant qu'il y a Oklahoma State qui retourne une bonne équipe, t'as Texas qui est très prometteur. Mais voilà, au final, ils ont quand même eu, comme tu l'as dit, beaucoup d'arrivées sur le portail des transferts. Ça continue à bien recruter. Il y a un coaching staff de qualité qui est arrivé, avec un coach qui a l'air de faire l'unanimité chez les fans, les joueurs et les boosters. Donc je pense qu'Oklahoma J'ai- sera très très vite une bonne équipe. Enfin,
elle a toujours été une bonne équipe, tu vois. Enfin, d'ailleurs, avec Ohio State, Oklahoma, c'est un des programmes qui a connu très peu de mauvais moments en finale dans son histoire. Et c'est très très rare en college football, hein. Franchement, à part Oklahoma et Ohio State, je vois pas de programme qui ont fait ça. Mais voilà, peut-être que c'est pas l'année où ils seront champions de Big 12, bien qu'ils peuvent y arriver, attention, hein. En fait, j'ai l'impression que c'est une équipe qui quand même a quelques jours d'expérience assez importants, et notamment ça commence avec le quarterback, hein, Dylan Gabriel, mais qui a aussi pas mal de joueurs à fort potentiel. Et va falloir tout mettre en place assez rapidement pour que ça s'allie bien, mais en même temps, en démarrant face à UTEP, puis Kent State, et ensuite un déplacement à Nebraska qui sera un vrai premier test, je pense que ça laisse du champ pour apprendre à se connaître sur le terrain, bien jouer ensemble et obtenir des résultats. Et si la machine elle s'enclenche à ce moment-là, pourquoi pas aller jouer un titre de Big 12? Je pense pas que ça sera le cas, mais je pense que c'est loin d'être impossible également Ah oui, qui rate le c'est coche. même largement Voilà. atteignable, hein, faut le dire. C'est juste que, voilà, pour l'instant, on n'est pas. Il y a peut-être tombé peut-être nous deux d'autres équipes avant Oklahoma. Exactement. Eh bien, merci Monsieur Augustin Gabel. On vous souhaite à tous une très très belle journée et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de nos previews. Salut Gus, salut tout le monde. Salut à tous!